Nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision, fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous au sommaire. Le chef de l'État congolais réitère sa confiance aux forces de sécurité et les appelle à rester apolitiques. C'est le message à retenir de la rencontre de ce jeudi entre Félix Tshisekedi et le chef des hommes en uniforme. Et pendant ces temps, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié a présenté ce jeudi son bilan sur la situation en pandémie à coronavirus en RDC. Détails à suivre dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Restez avec nous, les détails, c'est tout de suite. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Au Palais de la Nation, ce jeudi 17 février, le président de la République a revêtu sa totale casquette de commandant suprême de l'armée et de la police dans le cadre de la cérémonie d'échange de vœux avec ses forces de sécurité et de protection de la République démocratique du Congo. Occasion pour le chef de l'État de réitérer sa confiance aux éléments verts et bleus du Congo-Kinshasa avant de les inviter à redoubler davantage d'efforts pour assurer la sécurité du pays et de la population. Voilà pourquoi je voudrais m'arrêter un instant pour vous exhorter à avoir encore plus de courage. Le chef d'état-major général a dit qu'il n'est point question de laisser ne fût-ce qu'un centimètre carré de la République démocratique du Congo être occupé par des agresseurs. Et je veux que cet état d'esprit anime chacune et chacun d'entre vous ici, car vous avez ce noble devoir de défendre la patrie. Et en retour, celle-ci, elle a l'obligation de tout mettre en œuvre pour reconnaître votre bravoure. En termes des résultats positifs déjà enregistrés, à l'instar de la lutte contre les groupes armés, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué les efforts du service national dans l'encadrement des délinquants juvéniles communément appelés Kuluna. Enfin, le service national, ce fleuron de notre armée, ce service dont je suis très fier, et je profite de l'occasion pour féliciter le général Kassongo Kabouik. Grâce à vous, des jeunes gens qui étaient donnés pour perdus pour la société ont pu retrouver un espoir, ont pu retrouver une identité, une certaine fierté de servir la nation parce qu'ils ont pu être formés au service national, ont pu être endoctrinés. Le président de la République a également fait un rappel à l'ordre face aux cas d'indiscipline et anti-valeurs. Je voudrais encourager nos forces armées à toujours avoir dans l'esprit le service à la nation, à la patrie, à lutter contre les antivaleurs qui sévissent au sein des rangs de notre armée, lesquelles antivaleurs d'ailleurs concourent à l'affaiblissement du rendement de notre armée. Félix Tshisekedi a par ailleurs rassuré de toujours se battre à corps et à cri pour l'amélioration des conditions des éléments de l'armée et de la police ainsi que de leurs familles. Une délégation tchadienne conduite par le secrétaire d'État en charge de la réconciliation nationale et du dialogue a été reçue le mercredi 16 février 2022 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. La mission de la délégation tchadienne à Kinshasa consiste notamment à avoir l'appui et l'implication de la RDC dans le cadre de l'organisation du dialogue inter-tchadien. D'où les échanges entamés par elle d'abord avec la société civile congolaise dans sa globalité avant de chuter avec les chefs des institutions du pays. En vue de recueillir les informations, les expériences, puisque le Congo est une riche expérience en matière de dialogue. Et vous savez que nous avons engagé un processus de dialogue chez nous
il n'y a aucune raison que nous venions ici au Congo, qui constitue aux yeux du Tchad une riche expérience dans le domaine. Nous sommes venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur les bonnes pratiques qui puissent nous aider à conduire aussi notre dialogue et notre réconciliation au Tchad. Rappelons que depuis le décès de son président Idriss Déby Itno, le Tchad traverse une période particulière de son histoire, d'où les démarches en vue de l'organisation dans les calmes des élections par la junte militaire au pouvoir. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, qui se trouve être une de ses prérogatives, le premier vice-président du Sénat de la RDC, Eddy Mondela Kankou, s'est entretenu le mercredi 16 février avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, autour de plusieurs questions sécuritaires de la RDC. Les échanges entre Eddy Mondela et Jean-Pierre Lacroix ont tourné autour des 4 axes prioritaires, à savoir l'évaluation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, la problématique de la réforme du secteur de sécurité et la restructuration des FARDC, la coopération régionale ainsi que la menace terroriste émergente. Le premier vice-président du Sénat a exprimé en son note du jour la ferme volonté ainsi que l'engagement des autorités de son pays à endiguer les cycles de violence qui touchent la partie est du pays. Le numéro 2 de la Chambre haute du Parlement congolais a souligné la nécessité d'un accompagnement plus accentué de la MONUSCO concernant la restructuration au sein de l'armée congolaise. S'agissant de la question liée au départ des éléments de la MONUSCO, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mondela, a fait un plaidoyer sur les renforcements des unités de la police nationale congolaise qui devront aussi prendre progressivement la relève de casques bleus dans certains coins du pays pendant cette même période de transition. À son tour, Jean-Pierre Lacroix a reconnu les efforts fournis par Félix Tshisekedi depuis son accession au pouvoir sur le maintien de la paix dans la partie est du pays. Na tuko na soko kuanzia hapa DRC hao watu wako na 90 million people hawana ng'ombe moja. Hii DRC watu ya kuimba hii. On croirait un speech ordinaire d'un leader politique devant son parterre des publics, chose qu'il est en effet. Sauf qu'il s'agit dans cette vidéo apparemment innocente du vice-président kenyan en train de savonner la RDC et les Congolais. Des propos dénigrants et insoutenables d'une haute autorité d'un pays pourtant ami au Congo. Ces mots de trop du vice-président du Kenya, William Ruto, n'a pas laissé indifférent le régime de Kinshasa, mais aussi beaucoup d'autres personnes, dont la sénatrice Francine Muyomba, qui en a officiellement exigé des excuses. Voilà qui justifie la convocation mercredi 16 février de l'ambassadeur du Kenya en RDC par le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères. Conscient de la gravité des faits, les diplomates ont reconnu l'existence de ces propos et en ont exprimé les profonds regrets de son pays avant de réitérer l'engagement du gouvernement kenyan à continuer à enrichir les bonnes relations et fraternelles qui lient Nairobi à Kinshasa. Ce qu'il dit n'engage pas le gouvernement. Ce qu'il a dit ne représente pas le point de vue du gouvernement du Kenya. Si vous regardez les relations entre le président du Kenya, le président Uhuru Kenyatta et le président Félix Tshisekedi, vous vous rendez compte qu'ils sont très proches. Ça, ce sont les relations qui existent entre la RDC et le Kenya. Alors, nous sommes venus expliquer la situation et dire, s'il vous plaît, oubliez ce que vous avez vu. L'ambassadeur du Kenya en RDC a pour ce faire remis officiellement une note verbale contenant les excuses de son pays à la RDC. Le contrôle de NI. Tradition respectée ce mercredi 16 février au cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi a eu une série d'audiences avec les députés nationaux. Chaque élu est venu avec les différents problèmes de sa circonscription électorale en ce qui concerne le sous-secteur. D'abord, le député national Papi Matezolo est venu voir le ministre de l'EPST au sujet de certaines mises en place qui sont annoncées. Il y a certaines informations peut-être que les ministres pouvaient avoir à travers nous,
C'est dans ce cas-là que nous avons saisi les ministres par rapport à certaines mises en place qui devraient être faites. Et nous pensions que les NI et les NP qui sont dans nos différentes circonscriptions soient prises en compte. Le député national Abraham Zamba, lui aussi, est venu plaider pour la prochaine mise en place afin de récupérer les hauts cadres de la province éducationnelle du Nord Ubangui 2 qui sont sur le point d'être retraités. Enfin, la députée nationale Anne-Marie Bilabangou, élue de la circonscription électorale d'Ilebo, a échangé avec le ministre de l'EPST. Nous avons constaté que malgré toutes les propositions que nous avions formulées, apparemment la situation n'a pas évolué. Étant donné que les enseignants sont toujours payés en retard, et cette situation vraiment ne nous met pas en phase avec notre base. Alors qu'une certaine opinion claronnait déjà la descente d'une mission express de contrôle de l'inspection générale des finances à la Commission électorale nationale indépendante, la rencontre des animateurs de ces deux institutions tombe à pic. Dans l'entretien de ce mercredi entre Denis Kadima, président de la CENI, et Jules Alinguet-Key, l'inspecteur général chef des services de l'UGF au quartier général de la centrale électorale, les deux personnalités se sont penchées sur les modalités pratiques d'encadrement et d'accompagnement de l'UGF dans les tâches reconnues par la loi à cette commission. Bref, la bonne gestion des ressources financières de la centrale électorale, telle qu'est déclarée par eux-mêmes devant la presse à l'issue de la rencontre. Et maintenant, au vu de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement se fasse maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Et je crois qu'il y a eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Je voulais également préciser que la loi portant organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes puisse faire un audit interne. Notons que cet tête-à-tête entre Denis Kadima et Jules Alinguet intervient dans un contexte de malentendu entre la CNU et le ministère des Finances au sujet de la gestion des ressources de la CENI. Devant la presse, ce jeudi 17 février, la société Golden Jiangsu Coast dénonce la suspension de son contrat de mandat spécial avec l'OGFREM, l'Office de gestion de fret multimodal, sur injonction du ministre des Transports, voies des communications et des enclavements. L'avocat conseil de cette société de droit chinois n'est pas allé par les dos de la cuillère pour qualifier d'illégal cette injonction du ministre Chéribin Okende. Cette suspension a eu pour cause d'interrompre brusquement l'exécution du contrat qui consiste à agir en lieu et place de l'OGFREM pour émettre la FERI, document de couverture de traçabilité devant accompagner toute marchandise importée à destination de notre pays. Cette interruption brusque des services occasionnait ainsi des manques à gagner considérables pour notre cliente. En plus du fait qu'il porte atteinte à l'image et à la réputation de notre cliente, vis-à-vis des opérateurs économiques congolais et des transitaires chinois qui ne peuvent plus lui faire confiance pour solliciter ses services. Plus inquiétant pour cette entreprise est que près de 2 mois se soient déjà écoulés depuis la suspension du contrat le 30 décembre 2021. Pour l'avocat conseil de Golden Jiangsu Coast, le ministre Okende sape les efforts du président de la République pour l'amélioration de la situation économique du pays à travers l'amélioration du climat des affaires et l'arrivée des investisseurs étrangers. Il y a lieu de se demander si le ministre Chéribin Okende s'inquiète réellement des conséquences déstabilisatrices que sa mesure illégale porte sur le développement des importations et même sur la maximisation des recettes au profit du trésor public, étant donné que la FERI permet de contrer et de limiter la fraude documentaire qui s'opère lors du dédouanement des marchandises. Puisque le dossier est déjà au niveau de la justice, notamment pour paiement des dommages et intérêts à la hauteur de 300 millions de dollars, la société chinoise attend alors que justice soit faite. Nous demandons à la direction
général de l'OGEFREM de rétablir sans délai et sans condition la connexion de notre cliente au système Ferry, afin qu'il poursuive l'exécution de son contrat. Faute de quoi, à compter de lundi prochain, 21 février 2022, notre cliente se réserve le droit de mener toutes les actions requises pour obtenir justice, notamment la saisie des comptes bancaires de l'OGEFREM à l'étranger et l'interruption de tout transfert de fonds à destination et en faveur de l'OGEFREM. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a organisé ce jeudi 17 février 2022 un déjeuner de presse au cours duquel il a mis les professionnels des médias au parfum de ses différentes réalisations, notamment la prise en charge médicale des réfugiés pendant cette période de pandémie de Covid-19. Selon le HCR, l'RDC compte 526 370 réfugiés et demandeurs d'asile. Dans ce chiffre, 93 cas de Covid-19 ont été notifiés, 0 cas actifs, 92 cas guéris. Il y a eu, hélas, un décès. 3484 réfugiés se sont fait vacciner. En termes d'appui logistique, le HCR a fait un don de 50 tonnes de médicaments et autres fournitures médicales. Et donc, le HCR intervient avec la priorisation des zones de santé au niveau provincial et au niveau national. Nous intervenons essentiellement dans l'axe logistique pour essayer d'appuyer cette réponse. Voilà pourquoi le HCR a amené du matériel, des équipements et des médicaments, 50 tonnes. Le HCR est intervenu en donnant des ambulances bien équipées, modernes, pouvant faire 48 heures d'oxygénation du malade. Le HCR a donné au moins 4,5 millions de masques pour permettre à ce que nous puissions arrêter la chaîne de transmission, mais aussi le renforcement du personnel de santé. Selon le docteur Anounou Robert, le HCR fait face aux contraintes sécuritaires, surtout dans la partie est de la RDC où il y a plus de réfugiés. Quant à la sécurité, c'est une question très complexe, mais nous saluons déjà que le gouvernement fait tous les efforts, entreprend tous les efforts, et il y a même des mesures qui sont prises pour améliorer la sécurité et permettre aux acteurs humanitaires d'accéder aux populations, ce qui est tout un droit pour les populations, et d'intervenir et sauver ainsi les vies. Il faut noter cependant que le EHCR ne vient pas qu'au secours des réfugiés, mais aussi des populations environnantes des camps de réfugiés. En 2020, le budget des HCR pour la prise en charge des réfugiés s'élève à 4 500 000 $ américains. En 2021, les dépenses effectuées gardent le même montant. Par contre, pour 2022, ce montant a été revu à la baisse. Dans sa vision, le HCR souhaite que les réfugiés puissent vivre en paix et en sécurité. Réunis pour la circonstance autour d'un collectif, quelques structures, membres de la société civile, demandent aux autorités de la RDC de s'impliquer davantage pour la réussite de la 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH, tuberculose et paludisme. Au cours d'une conférence de presse tenue mercredi à Kinshasa, question alors, qu'en sont les enjeux? Le Fonds mondial, avec tous les donateurs, a eu à sauver plus de 44 millions de vies humaines. Et aujourd'hui, on peut parler de la réduction de cas de décès à environ 46%. Donc les cas de décès dus au VIH-Sida, dus à la tuberculose, dus aussi au paludisme. Dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays que le Fonds mondial finance. La 7e reconstitution des ressources du Fonds mondial se déroulera dans un contexte de santé mondiale difficile, vous le savez, avec les défis causés par l'avènement de Covid-19. Mais il y a un objectif poursuivi, c'est obtenir des promesses de financement des subventions pour les 3 années à venir. Cela veut dire de 2024 à 2026. Ange Mavoula, secrétaire exécutif national d'EICOP+, a insisté sur le fait que la RDC doit contribuer à cette campagne, car ce pays est parmi les 5 pays organisateurs de cette 7e reconstitution. À la 6e reconstitution, la RDC a contribué à hauteur de 6 millions de dollars.
C'était une première d'ailleurs. Et avec cette considération faite au pays, qui est parmi les 5 qui doivent conduire en fait ce processus au niveau africain, je pense qu'il sera plus raisonnable que la RDC puisse hausser ou rectifier ou revoir sa contribution à la haute. Ces membres de la société civile ont exhorté les dirigeants mondiaux et nationaux à redoubler d'efforts pour remettre le monde sur les rails et reprendre les progrès vers les objectifs de développement durable de 2030. C'est pour exprimer leur ras-le-bol sur la situation persistante de la route Bianda dans la commune de Mongafula que le notable et le jeune tous mêlés sont sortis à la rue pour revendiquer leurs droits. En de plus de 5 500 000 $ américains déjà décaissés auprès de la cellule des infrastructures depuis 2020, même pas un semblant de travaux n'a été lancé ici, d'où les cris de détresse lancés. Les gens en ont marre, parce que ça fait longtemps que le gouvernement a décaissé sa part, sa contrepartie, qui compte combien 5 500 000 $ pour que la route de Bianda, les autres routes aussi de Sengaker soient construites. Mais malheureusement, jusque-là, rien n'est fait. Toujours comprendre que Moussala Nzela et Zosalama, tu es battu, Mbongo va bloquer un wapi pour que Moussala Salama. Vraiment, toujours est battu. Mais tu es que Mbongo déjà ici est bima. Il faut noter que cette route amenant vers la grande bibliothèque Kimwenza cause déjà plusieurs problèmes observés, dont les menaces des érosions, la création de dépotoirs à la merci des déchets et autres. Fin de cette édition du journal, merci à vous de nous avoir suivis.